Bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct pour ce panel de discussion sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Mon nom est Martine Bordelot. Je vais être la modératrice aujourd'hui de ce panel qui est organisé par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, l'AFFC. Et c'est dans le cadre de la Semaine nationale de l'égalité des genres. Mais c'est aussi parce que l'AFFC a lancé lundi un rapport de l'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada. Et dans ce rapport, il y avait les enjeux qui étaient les plus importants pour ces femmes qui ont été sondées et la modernisation de la loi sur les langues officielles faisait partie de ces enjeux. Alors, nous avons des panélistes qui se joignent à nous à l'instant. Nos trois panélistes, je vous les présente tout de suite avant de pouvoir entamer la discussion. D'abord, Stéphanie Chouinard, qui est professeure adjointe au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queen's. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie est spécialisée en politique canadienne. Elle s'intéresse aux politiques, aux droits linguistiques au Canada et en Europe, aux droits des minorités, à la pensée politique moderne. Elle a été membre de la commission permanente aux affaires francophones et au bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Puis elle est souvent invitée à commenter l'actualité politique comme analyste dans les médias du pays. Ensuite, nous avons aussi avec nous Marie-Claude Rioux, qui est la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Bonjour Marie-Claude et Bonjour bienvenue. Martine. Marie-Claude est passionnée par le secteur communautaire, les langues officielles, les droits linguistiques. Elle est très impliquée dans sa communauté. Elle a travaillé auprès des juristes francophones de la Nouvelle-Écosse et il y a quelques années déjà auprès des parents francophones de la province au moment de la lutte pour obtenir des écoles françaises. Et nous avons avec nous notre troisième panéliste, Marguerite Tolgiesi, qui est présidente du comité jeunesse franco-yukon. Bonjour Marguerite. Bonjour. Marguerite est la première yukonaise à siéger au Conseil de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF. L'an dernier, elle est devenue la première, beaucoup de premières avec Marguerite, première personne issue d'un territoire à être première ministre du Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest. Elle est passionnée de politique, il va sans dire. Elle joue un rôle de leader auprès des jeunes et d'ailleurs, en 2019, elle a été nommée parmi les franco-yukonais les plus influents de l'année. Alors, pendant nos échanges, nous allons vous inviter à réagir, à poser des questions dans la page Facebook, puisqu'on est en direct dans Facebook, la page de la FFC. Puis, on va réserver une période à la fin de nos discussions pour tenter de répondre à vos questions. Alors, il y a 50 ans, le gouvernement du Canada adoptait une loi sur les langues officielles, suivie en 1988 d'une révision de la loi qui inclut à ce moment-là l'obligation de la part du gouvernement fédéral de voir à l'épanouissement et au développement des minorités de langue officielle au pays. En 2019, le gouvernement fédéral s'est engagé à moderniser la loi sur les langues officielles, mais c'est un engagement qui a été reporté récemment à 2021 à cause de la pandémie. Alors, avant d'ouvrir la discussion, on va vous montrer un tableau qui est sorti de ce rapport dont je vous parlais. Et ce tableau vous montre, parmi les personnes qui ont été sondées, où elles se situent avec la modernisation de la loi sur les langues officielles, jusqu'à quel point pour elles c'est important de la moderniser. Comme vous le voyez, si on prend les réponses d'accord, très d'accord et tout à fait d'accord, il y a une grande majorité de ces répondantes qui trouvent que c'est important. Ça me permet de vous lancer sur une première question, toute simple, et puis je vais lancer le bal avec Stéphanie Chouinard. Pourquoi c'est si important? D'abord, cette loi pour les femmes francophones, puis ensuite sa modernisation. Ben, la loi sur les langues officielles, elle est importante pour les femmes en tant que citoyennes, hein, en tant que Canadiennes. Et je pense que pour les femmes particulièrement, je pense que dans le contexte de la COVID où on a vu la vulnérabilité des femmes encore aujourd'hui de façon beaucoup accrue, je pense que on a vu avec la COVID que le filet de sécurité est d'être capable de parler à l'État et de parler à l'État dans notre langue, ça a été mis au grand jour. Et la vulnérabilité des femmes dans le contexte actuel rend ça d'autant plus vrai pour les femmes francophones. Mhm.
lorsqu'on regarde, par exemple, le discours du trône d'hier, on voit que le gouvernement fédéral a des plans très ambitieux pour les femmes canadiennes. Lorsqu'on parle d'investissements massifs et de la possible création d'un service national de garderie, par exemple, lorsqu'on parle d'investissements dans les soins de longue durée, on sait que les femmes, encore aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, ce sont souvent sur elles que les tâches vis-à-vis des enfants retombent. Ce sont souvent elles qui sont les proches aidantes. Et donc, tous ces aspects-là du développement de l'État canadien en réponse à la COVID-19 rend d'autant plus important qu'on suive comment ces engagements-là vont être mis en œuvre et qui vont l'être faits dans les 2 langues officielles. Mm-hmm. Mais lorsqu'on parle des femmes comme citoyennes, ça veut dire que toute la modernisation de la loi est importante pour elles aussi. Et bon, on l'a vu dans les dernières années, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur ce qu'une loi modernisée devrait amener à la table. Je pense notamment aux travaux du comité sénatorial sur les langues officielles qui a remis un rapport vraiment très exhaustif où on parle, notamment de la partie 7. On sait qu'avec l'arrêt Gascon, la partie 7, ça a été mis au clair que ces obligations étaient trop floues. Donc, c'est quelque chose à revoir. Lorsqu'on parle des communications du gouvernement avec les citoyens et les citoyennes, notamment en matière de communication sur les réseaux sociaux et en ligne. Les obligations-là ne sont pas claires et on le voit aujourd'hui, on le voit depuis les 6 derniers mois, à quel point c'est important d'être en mesure d'avoir ces informations-là dans notre langue. C'est sûr que la société a changé en 50 ans, hein? Puis on le voit avec cet aspect-là de la technologie. Voilà, et même depuis 1988, l'Internet en 1988, ça restait quelque chose de très, très marginal. Quelques années plus tard, j'avais un modem avec des sons bizarres chez nous, mais en 88, c'était même pas sur le radar, cette question-là. Oui. Marie-Claude, de votre côté? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Stéphanie dit. En fait, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est extrêmement important pour les enjeux des femmes parce que quand on pense, et j'aimerais revenir à la partie 7 sur l'obligation de consulter la communauté et évidemment les femmes, quand on pense aux différents ministères qui développent des programmes, pas sûr que ces programmes-là sont toujours développés avec une lentille femme. Avec une analyse comparative entre les sexes, par exemple, ou encore même qu'on consulte les femmes pour voir quel est l'impact de telle politique. Alors, et encore moins les femmes francophones. Donc, je pense que toute cette question-là de la partie 7, de l'obligation de consulter la population, pour moi, s'il y a une modernisation, il faut que ça passe aussi. Faut s'assurer que toutes les tranches et toutes les différentes parties de la population soient incluses dans cette obligation-là de consulter et de prendre des mesures positives pour développer. On sait que les femmes, on arrive toujours comme une arrière-pensée. C'est peut-être le moment de faire quelque chose et de le faire bien. Je crois également que la modernisation de la loi devrait se faire. Il ne faudrait pas qu'on attende un autre 32 ans avant d'arriver à une modernisation en profondeur de la loi sur les langues officielles. On fait à tous les 10 ans un exercice de redécoupage des frontières électorales et parce que la population change de place. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une modernisation de la loi sur les langues officielles à tous les 10 ans et qu'on n'inclurait pas ça de façon obligatoire dans la loi telle qu'elle? Parce que, justement, comme Stéphanie l'a mentionné, les choses évoluent très vite sur le plan technologique. 10 ans, c'est une éternité. C'est presque rendu une génération maintenant. À l'époque, on parlait de génération 25 ans, on disait que c'était une génération. Mais la technologie étant ce qu'elle est actuellement, c'est nécessaire de faire des révisions de ces lois-là, surtout quand on voit l'impact que ça a sur les minorités et encore plus sur les femmes. Oui, bien c'est ça. Là, vous parlez des minorités, des femmes, vous parlez des changements technologiques rapides. Il y a aussi des changements de mouvement de population au Yukon. On le vit aussi, ça, Marguerite. La population francophone change régulièrement. Comment vous voyez que la modernisation de la loi sur les langues officielles peut changer la vie chez vous? Ben, en tout cas, c'est comme mes collègues ont dit, vous savez, il y a 50 ans, il y a même, en 1988, qui ont modernisé qui ont ouvert la loi. Moi, j'étais pas née encore. Oui, c'est ça. Donc, ça, en tout cas, c'est un peu un portrait de l'évolution des francophonies, vous savez. Au Yukon, c'est certain que
la francophonie a évolué, puis on s'entend que quand la loi a été faite, on n'avait même pas notre école en français là, ici. Maintenant, il en ouvre une deuxième cette année. Donc ça, c'est vraiment un changement important. Puis, vous savez, il y a toujours cette idée de compétition entre les minorités. Hein? Surtout ici, ça se voit parce qu'on est un petit territoire. Ah, pourquoi les francophones ont une nouvelle école? Ah, pourquoi les autochtones n'ont pas une école? Ah, pourquoi les anglophones n'ont pas les ressources? Mais ce n'est pas une idée de compétition. À mon avis, ça va dans l'égalité. Vous savez, c'est la loi sur les langues officielles, pas juste le français. On compte aussi les anglophones en milieu minoritaire. Vous savez, c'est une question de service, c'est une question de droit, à mon avis. Puis l'évolution de la société, ça fait juste montrer comment on est encore plus en besoin. Puis les femmes là-dedans sont comme sur une échelle encore plus élevée parce que je regardais le rapport là, sur l'enquête, puis la majorité des femmes ont dit qu'ils n'étaient vraiment pas satisfaites des services en santé en français. J'étais à l'hôpital juste la semaine passée, puis oh, hello, bonjour, ah, bonjour, ah, oh, hello, do you have any COVID symptoms? Comme, c'est un peu ridicule qu'encore aujourd'hui, si je réponds bonjour, je ne vais pas me faire servir en français. Puis il va y avoir cette espèce de malaise, vous savez, comme on est un pays bilingue, puis à un moment donné, il faut arriver là. Oui, mais il y a un argument qu'on entend souvent des gens qui s'opposent à ce qu'on donne plus de droits ou de services aux francophones, c'est celui de l'argent. C'est celui de ce que ça va coûter. Moderniser la loi sur les langues officielles, les opposants se disent on va encore dépenser de l'argent pour une minorité de gens. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Marie-Claude qui a levé les sourcils, roulé les yeux. Je ne peux pas croire qu'on est encore rendu à ces arguments-là parce que quelque part... Ça existe toujours. Le gouvernement, le Canada a quand même été créé par une entente entre deux peuples fondateurs. Okay? Et avec tout le respect que j'ai pour les peuples autochtones qui étaient là bien avant nous, et on le sait, là, okay? Mais n'empêche que la création du Canada, ça a été fondé à partir d'une entente, à un moment donné où deux peuples ennemis ont déposé les armes, puis ils ont dit, on va créer quelque chose de beau ici, et ça va s'appeler le Canada. Bon, je vulgarise, mais à peine. Alors, cette fondation-là du Canada est basée sur deux langues officielles. L'une n'est pas moins bonne que l'autre. Et l'une n'est pas moins égale que l'autre. Et c'est un choix de société qu'on a fait à l'époque. Je crois que le choix de société est toujours là. On a énormément d'immigrants dont la langue maternelle n'est peut-être pas le français, mais la langue seconde l'est. Et puis, je crois sincèrement qu'il faut qu'on arrête ce débat-là d'opposer le français et l'anglais. En Suède, on enseigne 12 langues dans les écoles. On n'en fait pas tout un débat. En Europe, on en enseigne 4, 5 dans différents pays d'Europe. Je pense à la France, à l'Espagne. Et donc, on voit ça comme une richesse. Nous, on a la possibilité d'avoir deux langues officielles, donc une richesse double. On peut s'adresser au double des gens de la planète entière. On est capable de faire des affaires dans les deux langues. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas ça comme une plus-value? C'est là où j'ai un problème. C'est là où j'ai de la misère à croire qu'on est encore en train d'opposer les deux langues, alors qu'en réalité, c'est des plus-values. Ça ne devrait même pas faire partie de la discussion. J'aimerais renchérir là-dessus. On parle souvent de ce que ça coûte, les langues officielles. Et on a tendance à regarder les lignes de budget et dire « Ah, une école française, ça coûte tel montant. » Ben, je suis désolée que ces enfants-là parlent le français, l'anglais ou l'ojibwe, là, il va falloir qu'ils passent par le système d'éducation. Et donc, souvent, on fait des additions qui ne prennent pas en compte que nous restons des citoyens, que nous restons des Yukonnais, des Ontariens, des Néo-Écossais et que dans une langue ou dans une autre, on va utiliser des services et ça va coûter quelque chose. Et qu'en contrepartie, on paye nos impôts comme tous les autres citoyens. Par ailleurs, on néglige souvent de calculer la richesse que les deux langues officielles apportent. Non seulement, bon, du point de vue économique, c'est une évidence, mais aussi du point de vue culturel. Le fait que d'avoir une deuxième langue officielle, c'est pas seulement un outil de communication, mais c'est une seconde façon de voir le monde. On ne peut pas mettre un signe de dollar là-dessus. Et ça reste encore aujourd'hui, je pense, extrêmement difficile de convaincre la majorité
dont une partie reste peut-être un peu renfrognée. Il y a une partie de la majorité qui est très, très convaincue de notre combat, par ailleurs. C'est important de le souligner. Mais il y a une majorité renfrognée qui refuse de voir notre côté des choses. Et ça, c'est malheureux. Marguerite, des personnes comme Marie-Claude, par exemple, se sont battues très, très longtemps, toute leur vie, pour les droits des francophones, pour la loi sur les langues officielles encore aujourd'hui. Votre combat est récent et vous êtes entouré par des leaders, de jeunes leaders francophones. Comment est-ce qu'on voit ça, les langues officielles au pays, dans votre génération, celle qui n'a même pas connu l'année où on a fait des changements à la loi? Ben, je pense que oui, ça c'est certain. J'ai beaucoup de respect pour des femmes comme Marie-Claude, même Stéphanie. Tu sais, comme, tu sais, je suis déjà allée, j'ai habité en Ontario à un moment donné dans ma vie, puis je suis allée à l'école Gisèle Lalonde. Puis pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, une femme tellement cool, Gisèle Lalonde. Et comment? Ouais. Puis je pense qu'on a un respect extrêmement grand pour tout le combat qui a été vécu. Vous savez, moi, mes grandes-tantes, ma famille éloignée vient du Québec. Moi, je ne m'identifie pas comme québécoise, mais ils m'ont un peu, pas passé le fardeau, mais oui, en même temps, c'est de eux que je tiens l'amour de la langue, puis je pense que c'est valide pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais je pense qu'on est encore conscient de cette bataille aujourd'hui, puis je pense qu'il faut la continuer aussi. Vous savez, les jeunes, on est beaucoup... OK, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les nouvelles méthodes qu'on peut utiliser? Je pense que les jeunes sont tellement... tu sais, on est tellement vite dans la technologie, on a tellement comme un monde rapide qu'on est comme, pourquoi ça n'a pas été modernisé? Comme, voyons donc, let's go! Comme, qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, je comprends que ces processus-là, ça prend énormément de temps. On ne peut pas juste comme réouvrir la Constitution. Mais les jeunes sont très attachés à leur langue. Hein. Je pense qu'on oublie ça, mais justement, je pense qu'à cause des médias sociaux, il y a beaucoup de personnes plus matures en âge qui sont comme « Ah, les jeunes ne carent pas, les jeunes, ils parlent n'importe comment, ils n'ont pas de respect pour tout ce qu'on a fait pour eux. » Mais au contraire, et la langue, on se l'internalise, je sais pas trop comment dire ça, on la rend la nôtre. Ouais. Puis, Oui. les jeunes sont beaucoup là-dedans en ce moment, je pense. C'est ma langue, mon accent, mes services en français. Puis, je pense que le plus gros manque, en fait, que nous, on a en tant que jeunes, c'est d'accès à des choses comme, juste, mettons, comme des services en français, comme général, là, au gouvernement, n'importe où. Des chances de vivre notre langue, surtout en minorité. Puis c'est pour ça que les comités jeunesse, les organismes jeunesse sont créés, parce qu'on a besoin de vivre notre français, et on ne peut pas le faire dans la société de tous les jours. Donc, en minorité, that is. Mais on se cherche, on veut le faire. Puis combien de fois dans les parlements jeunesse, j'ai entendu des jeunes dire « Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien, j'avais juste besoin de m'exprimer, puis j'avais pas ce cercle-là, ou j'avais pas accès à ça. » Donc, je pense que la loi va être là pour, la modernisation de cette loi va être là pour encourager justement les jeunes à vivre dans leur français et pas juste vivre un français à l'école. Oui. Bien que ça commence là, vous savez. Forcé par les parents, entre guillemets, souvent. Parlons-en de cette modernisation maintenant. Qu'est-ce qu'on voudrait changer? Vous avez déjà évoqué quelques petites pistes tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est le plus important à changer pour que cette loi-là puisse répondre aux besoins, pas que des femmes, mais de tous les francophones du pays d'aujourd'hui? Qui veut s'essayer? Si je peux y aller. Bon, oui. J'ai déjà mentionné une couple d'éléments, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que... comment je dirais ça? J'ai énormément de respect pour le travail qui a été fait de fond par les organismes, par la SCFA notamment, sur la modernisation du texte de loi. Ce que j'ai trouvé peut-être un peu malheureux dans le processus, c'est qu'on a perdu peut-être une partie des citoyens qui auraient peut-être aimé participer à ces discussions-là de façon un peu plus large. Et c'est devenu un exercice qui était particulièrement technique. Et j'ai l'impression que la loi, lorsqu'elle sera modernisée, et j'espère franchement que ça ne sera pas repoussé encore une fois aux calendes grecques, là,
Looking at you, discours du trône, renforcer la loi, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que la nouvelle loi sur les langues officielles, ça sera une loi que les francophones et les anglophones du pays vont sentir qu'elle leur appartient. Et l'une des façons de s'assurer de ça, c'est peut-être de leur donner les outils pour qu'ils puissent mieux l'utiliser, cette loi-là. Par exemple, l'une des propositions qui était sur la table, c'était de revoir le processus de plainte et les pouvoirs du commissariat aux langues officielles. Le commissariat qui, pour plusieurs citoyens, est vu comme une espèce de bibite à Ottawa. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette boîte-là. On sait que parfois, on peut mettre une plainte, éventuellement, des semaines et des mois plus tard, ça ressort par l'autre bout. Ce n'est pas nécessairement la réponse qu'on voulait avoir. L'une des propositions, c'est de créer un tribunal où les citoyens et les citoyennes qui se sentent lésés dans leurs droits linguistiques peuvent se présenter à l'instar des tribunaux sur les droits de la personne, où justement les citoyens et les citoyennes peuvent prendre entre leurs propres mains leurs doléances. Et évidemment, il y a des problèmes avec ça, notamment le fait que ça met sur les épaules des citoyens le rôle de devoir se présenter devant les tribunaux. Mais on l'a vu, à chaque année, la Cour suprême en entend des affaires qui portent sur les langues officielles. Donc, il y a cette volonté-là de la part des citoyens. Je pense que de mieux les outiller pour pouvoir justement prendre en main cette loi-là et de la faire marcher pour eux, ça sera un bon pas dans la bonne direction. Donc, donner des dents davantage à cette loi puis aux commissaires. Absolument, mais pas seulement aux commissaires, de donner des dents aux citoyens aussi. Voilà, parce que il faut comprendre qu'une loi, le citoyen ordinaire ne lit pas, s'amuse pas le matin à lire les lois qui existent au gouvernement fédéral. En fait, le citoyen moyen ne sait même pas, généralement, si un service gouvernemental relève du municipal, du provincial ou du fédéral. Fait que déjà là, c'est difficile de débroussailler tout ça. Maintenant, quand on arrive du côté fédéral, et qu'on s'attend d'avoir un service en français et on ne l'a pas, c'est un irritant qui est majeur. Puis je donne toujours l'exemple de la GRC parce qu'il y a eu une cause célèbre, la cause Doucette, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, où est-ce que le citoyen Donny Doucet s'est fait arrêter par la GRC dans la région d'Amherst. Il a eu son service uniquement en anglais. Il a demandé son service en français. Finalement, ça s'est retrouvé en cours. Et la Cour a déterminé que oui, à Amherst, parce qu'il y avait un important public voyageur qui traversait la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, à Amherst, on avait le droit d'avoir un service de la GRC en français. Mais le cas n'a pas été fait à Truro, qui est 1 heure plus tard. Okay? Le cas n'a pas été fait en se rendant au Cap-Breton. Alors, mais si tu arrives dans le parc des Hautes-Terres du Cap-Breton, parce que ça appartient à Parc Canada, là, tu as le droit d'avoir ton service en français. Je veux dire, une chatte ne retrouverait pas ses chatons là-dedans. Okay? C'est tellement compliqué. Il n'y a personne qui comprend comment la loi sur les langues officielles fonctionne. Je vous lance le défi de lire le présent règlement, là. Le règlement qui est actuellement en vigueur, là, qui détermine si tu as 5 ou plus que 5 ou 5 000 ou plus que 5 000, ou si c'est de la vocation de bureau, ou si c'est de la demande importante. D'essayer de comprendre là, où est-ce que tu as le droit d'avoir ton service en français. Alors moi, ce que je dis et ce que je souhaite dans cette modernisation de la loi-là, c'est que ça soit clair une fois pour toutes, qu'on arrête les ambiguïtés et qu'on donne enfin aux francophones et aux femmes francophones le droit d'avoir un service en français du gouvernement fédéral sans ambiguïté, sans exception. Il me semble qu'autrement, si on fait autrement, tout de suite, on nous catégorise comme citoyens de deuxième classe ou de seconde zone. Et ça, pour moi, c'est plus acceptable. Plus 50 ans après, ou 51 ans après, l'adoption de la première version de la loi sur les langues officielles. Il me semble qu'on aurait dû progresser beaucoup plus que ça. Voilà, c'est ma montée de lait pour aujourd'hui. Marguerite, de votre côté? Bien, quoi rajouter à ça? Qu'est-ce qui serait... Oui, je sais. Ben, c'est sûr que, vous savez, je pense que les consultations doivent définitivement être plus ouvertes. Moi, j'ai participé à... C'était même pas une consultation, c'était une pré-consultation où l'avocat Mark Powers était venu nous présenter un peu, juste généralement, la loi, puis c'était ouvert à toute la communauté, donc j'étais allée. Mais pour la consultation elle-même du comité permanent sur les langues officielles, je pense que ça s'appelle. Oui. Ben, j'ai comme été un peu invitée à la dernière minute parce qu'il était comme « Oh, on a oublié les jeunes, on devrait
peut-être les années. Mhm. Ouais, c'est un classique dans le réseau jeunesse, honnêtement. C'est intéressant, Marguerite, ça, parce que j'ai justement une des questions, on va y venir, là, mais qui dit comment embarquer les jeunes dans cette lutte pour moderniser la loi sur les langues officielles. Et ce que Ouais. vous me dites, c'est parce qu'on les oublie qu'ils sont moins présents. C'est ça. Mais on les oublie pas toujours. Vous savez, tu sais, le comité sénatorial avait invité la Fédération de la jeunesse canadienne-française à faire une consultation, mais à travers les communautés elles-mêmes. Tu sais, quand le comité se déplace, des fois, ça passe un peu dans les cracks parce qu'il y a tellement d'organismes importants qui ont déjà fait leur marque, tandis que les jeunes, tu sais, les comités jeunesse, il y a toujours un roulement assez important, particulièrement au Yukon, parce qu'on ne peut même pas faire nos études postsecondaires ici. Donc, ben là, il y a une nouvelle université qui vient d'être admise, là, mais il n'y a pas de programme en français encore. Donc, pour l'instant... Prochaine lutte. Oui, ça s'en vient, promis. Mais c'est sûr qu'une loi, tu sais, une loi qui consulte vraiment, qui est plus ouverte, puis, en tout cas, je parlais de ça avec ma mère parce que je lui expliquais que, tu sais, beaucoup de ministères sont verticaux, beaucoup de lois sont verticales, tandis que la loi sur les langues officielles, de mon avis, devrait être horizontale. Vous savez, qui touche à tout un peu, qui a les bras un peu partout, puis qui met des obligations, surtout aux différents ministères, parce qu'en ce moment, c'est comme ah, OK, oui, je fais une plainte au commissariat. Après ça, eux autres, ils font des recommandations. Ah, oh, vous devriez peut-être faire ça. Tu sais, ça serait gentil si vous vouliez faire ça. Mais non, c'est pas gentil, c'est vous devez faire ça parce que c'est la loi. Comme Avec des conséquences, j'imagine. C'est ça que la ben, différence. Parce qu'il n'y a pas de conséquences s'ils ne suivent pas les recommandations en ce moment. c'est ça, tu sais, c'est un peu comme un... Dans ma tête, c'est basic parce que, évidemment, tu sais, je suis francophone. J'ai toujours demandé mes services en français. Tout le monde l'a déjà fait. Mais pour d'autres, évidemment, c'est pas si clair que ça, tandis que ça devrait l'être. Écoutez, si un anglophone va au Québec et va dans je sais pas, à l'hôpital ou n'importe où, il demande son service en anglais, il va sûrement plus l'avoir dans ma tête, Oh oui. vous savez. Donc, à un moment donné, puis on s'entend que s'il l'aurait pas, là, ça serait comme excuse me, this is Canada. Tu sais, à un moment donné, c'est comme get to it. On est bilingue, il faut que ça soit bilingue partout. C'est clair. Bien là, on rentre dans la politique, Marguerite, puis ça m'amène à cette prochaine question. On va faire un peu de politique. Avec la pandémie, cet engagement du gouvernement fédéral a été repoussé, au moins en 2021. Est-ce que c'est justifié, selon vous, d'avoir repoussé cette priorité-là du gouvernement à cause de la pandémie? Le travail a été fait pour eux. Ça fait plus de 3 ans qu'on parle de la refonte de la loi sur les langues officielles. Il y a des sénateurs, il y a des législateurs, il y a des membres de la communauté, il y a des membres du milieu académique qui ont tergiversé, qui ont pensé, qui ont écrit, qui ont crié, qui ont fait tous les temps. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle le gouvernement tergiverse à ce point-ci. Les consultations ont été menées de long en large du point de vue du Parlement canadien. Il y a des rapports qui ont été écrits. Toutes les réponses sont sur la table. Peut-être que les réponses ne plaisent pas au gouvernement. Ça fait peut-être partie du problème. Mais la COVID-19 ne peut pas être la raison pour laquelle ça brette, là, en bon français. On était déjà en retard sur cet anniversaire-là avant que la COVID n'advienne. Et on ne sait pas à ce point-ci quand on va en sortir. Ça ne peut pas servir d'excuse. Ouais, et je vais renchérir là-dessus. Je pense que quelque part, le gouvernement est capable de parler et de mâcher de la gomme en même temps. Là. Tout ne s'est pas arrêté parce qu'il y a eu la COVID. Là. Il y a eu d'autres projets de loi qui sont en train d'être adoptés ou qui sont présentés. Il y a d'autres initiatives qui sont en train d'être développées. On est en train de développer une tonne de programmes. Alors, on est certainement capable de travailler à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Pour moi, ça, ce n'est pas une excuse qui tient. Je vais faire un peu de pouce aussi sur ce que Marguerite disait, que j'ai trouvé très intéressant. C'est le fait que les lois fonctionnent en silo habituellement
et que la loi sur les langues officielles devrait s'appliquer partout. Puis tu as tout à fait raison, Marguerite. Mais le problème, c'est qu'il y a un ministre ou une ministre qui est responsable de l'application de la loi sur les langues officielles. Et on confie ce mandat-là généralement à un ministre junior. Okay? C'est jamais un ministre très important qui a l'application de cette loi-là. Alors, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là, au cabinet des ministres, de dire, ben moi, mon dossier est plus important que celui des finances, par exemple, ou moi, mon dossier est plus important que celui des pêches. Et c'est exactement pour ça qu'une des recommandations de la FCFA, c'est qu'on confie ça, le dossier de l'application de la loi sur les langues officielles au Conseil du Trésor, qui est un supraministère et qui permettrait justement de faire ce que tu disais, c'est-à-dire d'une application vraiment, j'ai envie de dire, d'un océan à l'autre. Une application tout azimut là, et pas en silo. Parce que c'est une des difficultés de la loi sur les langues officielles, c'est que c'est le dossier d'un seul ministre et c'est vu comme ça. C'est pas vu comme le dossier qui devrait toucher tous les ministères. C'est intéressant, Marie-Claude, parce que vous me permettez de rentrer dans la période de questions. Il y avait cette question-là qui était soulevée. Qui va s'assurer d'appliquer la loi? Qui aura la responsabilité d'appliquer et de s'assurer qu'elle est suivie et qu'elle est respectée, cette loi-là? Donc, la recommandation qui est venue de la FCFA, c'est le Conseil du Trésor. Ouais, je pense que c'est ça. Ça prend un super ministère, en tout cas. Un organisme central. Oui, c'est ça, exactement. Et le Conseil du Trésor, la FCFA a présenté ça comme option parce que le Conseil du Trésor, c'est quand même le conseil qui détient l'argent, qui détient la bourse. Et souvent, les politiques et le développement des programmes, c'est lié à de l'argent. Alors, donc, c'est tout à fait, ça tombe sous le sens, que ça soit sous la responsabilité du Conseil du Trésor parce qu'en plus, toutes les politiques qui découlent, ça serait plus facile de voir, par exemple, si tu développes un programme, s'il y a une disposition là-dedans qui pense et qui parle de langue officielle, ce qui est souvent pas le cas du tout. Alors, oui. J'ai une question ici intéressante, encore une fois, des gens qui nous écoutent. Si on demandait que tous les services payés par le fédéral soient aussi fournis en français, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'argent du fédéral qui sont gérés par le provincial, comme l'éducation, la santé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on pourrait pousser le bouton aussi loin que ça? Et ça, c'est un des enjeux, je pense, qui se présente lorsqu'il y a des rencontres fédérales, provinciales, territoriales, notamment ce qu'on appelle des clauses linguistiques. Hein? Lorsqu'il y a des ententes, que ce soit bilatérales ou trilatérales, qui soient signées, souvent les communautés vont demander à ce qu'il y ait cette clause linguistique-là, c'est-à-dire que lorsque le provincial ou une partie tierce agit pour le compte du fédéral, les mêmes obligations linguistiques devraient s'appliquer. On sait que ce n'est pas toujours le cas et on sait que ce n'est pas toutes les provinces qui sont aussi au diapason avec ces demandes-là de la part des communautés. Au Nouveau-Brunswick, ça va de soi, de toute évidence. En Ontario, c'est souvent moins difficile, mais il y a plusieurs provinces qui sont extrêmement réfractaires à ça. Et bon, par ailleurs, on sait que lorsque le fédéral investit dans des domaines de compétences des provinces, souvent les provinces ont tendance à dire au fédéral un peu de se mêler de ses affaires. Donnez-nous les fonds et après ça, laissez-nous gérer ça comme on le souhaite. On le voit en ce moment avec la COVID surtout, là. Voilà. Alors, ça devrait faire partie de la loi, de la modernisation de la loi, ça? C'est certainement un enjeu. Puis ça, je pense que la FCFA l'a soulevé à plusieurs moments. Marie-Claude pourrait en parler plus que moi. Mm-hmm. Oui, c'est un irritant majeur aussi parce qu'effectivement, quand les provinces reçoivent de l'argent du fédéral, après ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Dans certaines provinces, l'argent qui est donné à l'éducation, par exemple, et qui devrait servir à l'éducation en français, sert à l'éducation dans les écoles d'immersion. Et donc, il n'y a aucune... c'est bizarre pareil, hein, parce que comme membres de la communauté, nous autres, on nous demande d'être extrêmement imputables et de rendre des comptes au gouvernement sur la façon dont on utilise notre argent. Nous, pauvres petits citoyens d'organismes communautaires qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, et les provinces, elles n'ont pas, et les territoires n'ont pas ces obligations-là. Alors, je trouve que c'est... quelque part, il y a une certaine... en fait, c'est pas cohérent, c'est incohérent, pour dire le moins. Je pèse mes mots. C'est vrai que
c'est très... C'est louche un peu, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en arrière des portes fermées. Puis il y a quelques années, la commission scolaire francophone du Yukon a amené le gouvernement à la Cour suprême, je pense, à cause, justement, il y a eu une déviation des fonds, puis ça a été mis en immersion, sauf que, ouf, tu sais, comme, me semble que c'est décevant des gouvernements provinciaux et territoriaux. Tu sais, je pense en ce moment, ma sœur étudie au campus Saint-Jean, puis le gouvernement de l'Alberta, en ce moment, les francophones sont comme, ouh, ça va pas tant bien, comme, me semble, tu sais, me semble, justement, comme vous l'avez dit, il y a 2 peuples fondateurs, maintenant on est rendu ici, il me semble qu'il devrait avoir cette espèce d'égalité-là, puis il l'a pas encore. Est-ce que n'importe quelle question d'argent devrait avoir des obligations bilingues? Je pense que ça ferait des riots, mais en même temps, j'essaie de me mettre dans les souliers d'anglophone en ce moment. Je suis pas, comment dire, je suis pas une experte dans la matière, mais dans ma tête, si ça vient du fédéral, si on nous offre un service, ça devrait être comme dans notre constitution bilingue. Et je vais faire du pouce là-dessus parce que Marguerite a encore raison. Je pense que Marguerite a souvent raison. Et quelque part, le gouvernement fédéral doit exercer un leadership. Et de donner un message très clair que la question des langues officielles, ce n'est pas négociable. Et c'est extrêmement important. Ça fait partie de la valeur de notre pays. Ça fait partie de notre ADN. Okay? Et quand le gouvernement fédéral fera ça, et donnera ce message-là, les provinces comprendront le message. Le problème, c'est que quand on n'a pas beaucoup de leadership, et là, ici, moi, je ne fais pas de politique. Hein? Ceux qui me connaissent savent que j'ai aucune partisanerie politique. Je pense que tous les gouvernements fédéraux ont été coupables de ça. On ne donne pas assez d'importance sur, comme je disais tantôt, la plus-value qu'on a, d'avoir la possibilité d'avoir 2 langues et de maîtriser 2 langues officielles. On ne fait pas assez de pouce là-dessus et je crois que le leadership doit venir d'en haut pour que ça se traduise par la suite au niveau des provinces et au niveau des municipalités et au niveau inférieur encore. On a besoin de ça. On a besoin de ce leadership-là. Et quelque part, pour revenir à la question de est-ce que c'est justifié de reporter au calendrier grec la modernisation de la loi? Non, ce n'est pas justifié parce que c'est exactement ce que ça donne comme message. Ça donne le message que ça, ce n'est pas important. Et c'est grave. Alors, pour terminer notre discussion, puis ça revient à une couple de questions que j'ai ici sur l'impact de la modernisation. J'aimerais ça qu'on rêve ensemble de cette loi modernisée. Mettons que c'est fait, on est en 2021, puis ce que vous avez suggéré comme point pour moderniser la loi ont été appliqués dans les changements. Comment vous imaginez nos communautés, nos femmes aussi, vivre avec cette... Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, cette modernisation, si elle est finalement faite, réalisée? Qui veut se lancer dans le rêve là, en premier? C'est une belle question, mais c'est une question qui est difficile parce que on a passé énormément de temps et d'énergie à la rêver, cette nouvelle loi-là. On ne sait toujours pas quand ou si on va l'avoir. Mais il faut quand même se rappeler qu'à la fin de la journée, une loi, ça reste juste des mots sur un bout de papier tant qu'on n'y donne pas vie. Et ça, ben, ça dépend certainement du leadership politique. Marie-Claude, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi là-dessus. Ça dépend aussi des gens qui vont y donner vie à cette vie-là, à cette loi-là, qui vont continuer à les demander leur service en français. Parce que du jour au lendemain, c'est pas en claquant des doigts et en ayant une nouvelle loi que ça va changer. Bon, si on a des meilleurs recours, si la loi a des plus grandes dents pour punir les gens qui ne respectent pas cette obligation-là, certainement, ça va nous rendre la vie plus facile. Mais la lutte ne se termine pas le jour où on a une loi modernisée. Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphanie, ça revient quand même dans les mains du citoyen de se battre pour faire appliquer cette loi, d'aller en cours. Entre autres, oui. Mais ce n'est pas juste une question de se battre, c'est une question de l'utiliser. C'est une question de se lever le matin et de dire, et rêvons,
de se lever le matin puis de dire, bon, ben aujourd'hui, je vais aller chercher mes services en français. Okay? Et je ne ferai pas, et je ne dirai pas, that's perfectly all right, I can speak English too. Okay? On n'aura plus à faire ça, qu'on aura pu à céder parce qu'on le sait bien, tous les francophones, de toute façon, ils sont bilingues. Alors, je veux dire, ça, là, ça commence par nous, ça commence par une fierté personnelle, ça commence par des convictions personnelles et ça commence par une conviction qu'on n'est pas moins et qu'on ne mérite pas moins que l'anglophone au Canada qui, lui, ne se pose pas la question quand il va chercher son service. Alors moi, si je rêve, c'est à ça que je rêve. Mm-hmm. Marguerite, qu'est-ce que vous répondez justement aux gens qui vous disent, tu comprends l'anglais, pourquoi il faudrait faire l'effort de le faire aussi en français? Ouf, oh, j'ai eu tellement de débats avec ça. Mm-hmm. Malheureusement, c'est un débat encore très actuel. Encore, vous savez, j'avais, en tout cas, j'ai une connaissance. Puis lui, son père est francophone, mais cet homme-là n'a jamais décidé de parler en français à ses enfants. Et là, cet ami-là me dit, je suis autant francophone que toi, je parle juste pas français. Et j'étais comme, est-ce que tu te lèves tous les matins en te disant, aujourd'hui, je choisis encore d'être francophone? Est-ce que tu as mis de l'effort dans ça? Est-ce que tu es allé te battre pour tes droits? Est-ce qu'il a fallu que tu choisisses d'aller à l'école en français avec 2 personnes à la place de suivre toute la masse qui allait dans l'école anglophone juste pour te faire des amis? Non. Tu sais, il y a cette... Oui, c'est une bataille constante, je pense. Et dans mon rêve, la loi a été modernisée, la bataille va continuer, là. C'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Mais, éventuellement, tu sais, je pense qu'il va y avoir une période de flou, là. Tu sais, comme, maintenant, il y a des conséquences si on donne pas les bons services aux gens. Ben, là, peut-être qu'il y aura pas de... Il y aura moins de malaise, vous savez. Tu sais, je pense que les francophones, on est très accommodants déjà envers ce manque de service-là. Puis je pense que, tu sais, à chaque fois, on est comme, oh, hello, bonjour, bonjour, oh, yeah, give me a second. Or, tu sais, comme, tu sais, genre, OK. Tu sais, comme on attend, on est très, je pense oui, OK, des fois, on est comme, excuse me, comme, j'ai besoin de mon service en français. Mais en même temps, ouais, oui. Mais je pense que overall, on est très accommodant, puis on veut pas faire un fuss. Tu sais, on est comme respectueux, on est comme OK. Mais je pense que après cette modernisation-là, j'espère que ça va plus être comme oh, hello, bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour, madame. Tu sais, comme j'espère que ça va être plus fluide un peu, qu'il y aura moins cette disparité-là, que ça va être plus égal en général. Ça veut dire que les citoyens anglophones ou de langue anglaise vont le faire parce qu'ils trouvent ça naturel de le faire et non pas parce qu'ils sont obligés de le faire. Ben, ça fait partie du rêve. J'aime penser ça. Comme vous l'avez mentionné, comme en Europe, ils sont quadrilingues, ils sont polyglottes, puis c'est normal. Tu sais, comme c'est pas impressionnant pour eux de parler 2 langues. Puis en plus, si on compare, j'ai beaucoup d'amis anglophones qui, eux, disent, si on les compare à des Américains, ils vont être comme, oh non, 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 nous, on n'est pas Américains, on est Canadiens, là, on aime le hockey, on aime Tim Hortons, on est un pays bilingue. OK, mais toi, t'es-tu bilingue? Non, mais on est un pays bilingue. Ben, si c'est une chose qui valorise ton pays, mets-le de l'avant, tu sais? Oui. On va terminer sur, et ça va très, très bien avec ce que Marguerite vient de nous dire, sur une phrase qui nous vient d'une personne qui nous écoute de l'extérieur du pays parce qu'on peut nous suivre de partout dans le monde, ce qui est formidable quand même. Et cette personne nous dit ceci, « Vu de l'extérieur du Canada, on ne peut pas concevoir ce bilinguisme comme autre chose qu'une énorme richesse. Il devrait en être de même au Canada. » C'est pas mal encourageant, je pense, que même de l'extérieur, on fait ce constat de l'importance des 2 langues. Je voudrais vous remercier énormément à toutes les 3 d'avoir participé à ce panel. Je rappelle aux gens qu'ils peuvent passer l'info d'ailleurs aux gens qui ont manqué ce panel en direct parce qu'il est ensuite publié dans la page Facebook de l'AFFC. Mes invités aujourd'hui, donc Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queen's. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous de l'invitation.
Marie-Claude Rioux, qui est directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Merci à vous aussi, Marie-Claude. Merci et merci à mes collègues qui ont fait des commentaires extraordinaires. Oui. Et Marguerite Tolgiesi, présidente du comité jeunesse Franco-Yukon, qui s'inquiétait que la ligne coupait de temps en temps, mais on a pu vous suivre complètement. Marguerite, merci beaucoup. Ouais. Oui, merci beaucoup à vous. L'Internet du Yukon a été gentil Oui. avec moi Oui, aujourd'hui. et J'ai pour nous vraiment aussi. mon expérience. Formidable. Bonne continuation à toutes les trois dans ce que vous entreprenez. Demain, à la même heure, un prochain rendez-vous, et c'est le dernier de la semaine, pour le panel sur le financement des organismes de femmes francophones. Trois invités, Mona Odette, qui est la directrice générale de l'organisme pluriel, Linda Cardinal, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, et Marie Dussault, qui est présidente de l'organisme Informel. Merci beaucoup de votre présence, de nous avoir suivis et encouragés. Et à demain, même heure. Au revoir, merci.